Chapitre 10. Stevang observait les lignes qui s'entrecoupaient sur la table hololithique. L'histoire qu'elle racontait était confirmée par les transmissions en provenance de Tossarat. L'aube était venue. Le jour de la victoire était là. Les hauts contrôleurs se tenaient autour de la table qu'ils scrutaient attentivement, tout comme lui. Ils étaient presque immobiles. Cela faisait longtemps qu'ils se trouvaient dans cette position. Ils avaient passé les dernières heures de la nuit à fixer la table et à tendre l'oreille à l'affût du moindre bruit, laissant supposer que les envahisseurs avaient réussi à se frayer un chemin jusqu'au centre de commandement. Ils guettaient aussi avec impatience les bruits de l'artillerie de l'ordre, une fois que celle-ci commencerait à pilonner Protarchos. Leurs battements de cœur égrenaient les moments qui les séparaient de l'une de ces deux éventualités. Ils savaient que les envahisseurs arrivaient. Ils n'avaient plus aucun moyen de connaître le degré de proximité de ce danger. Ils étaient malmenés entre deux extrêmes, la peur et l'espoir, et ils étaient épuisés. « Ça y est !» s'exclama Stevang avant de frapper du poing sur la table pour exprimer sa satisfaction. « Tossarat est arrivé, et nous sommes toujours vivants. » « Très bientôt nous entendrons les bruits qui signaleront le début de la fin de cette guerre, » renchérit Uvalia. « Où attaqueront-ils en premier » s'enquit Restavant. « Partout à la fois, » répondit Uvalia. « Ils ont suffisamment de canons pour cela. » Stevang acquiesça et s'imagina la dévastation déchaînée par des milliers de chars qui feraient tirer leurs canons simultanément de manière répétée. « Il y aura certainement des tirs d'artillerie vers la base de la tour, » continua Uvalia. « C'est probablement là que les forces ennemies seront les plus concentrées. » Stevang fronça les sourcils. Le silence à l'extérieur du centre avait été rassurant. À présent, il l'irritait. « Ils devraient déjà être là, » fit-il. « Nous savons que rien de ce que nous leur avons posé jusqu'ici n'a véritablement réussi à les ralentir. Ils auraient déjà dû arriver. » « Pourquoi n'est-ce pas le cas, à votre avis ?» demanda Beltave. « Pourquoi n'entendons-nous pas de charges explosives ? Pourquoi ne les entendons-nous pas essayer de nous atteindre ? À présent, ils devraient percevoir les efforts futiles déployés par l'adversaire. L'émartèlement des troupes ennemies qui signaient leur arrêt de mort en gaspillant une énergie précieuse. Dans la position qui était la leur, ils ne pourraient riposter quand les obus s'abattraient sur eux. Mais il n'y avait rien, pas le moindre bruit. Son inquiétude était contagieuse. La flamme du triomphe, fragile et précieuse comme celle d'une bougie, s'éteignit. « Où sont-ils » laissa-t-il échapper. Restavan se tourna vers les techniciens à leur poste de travail. « Pourquoi n'êtes-vous pas en train de scanner la zone » demanda-t-il, même si Stevang savait qu'il le faisait déjà en permanence. « Montrez-nous les images des caméras !» Un écran, au-dessus de la table hololithique, affichait une succession d'images capturées par les seules caméras de surveillance encore actives dans Protarchos. La plupart se trouvaient à l'intérieur du centre de commandement, dans son système de ventilation et dans les deux corridors sinueux qui permettaient d'accéder au centre et de le quitter en urgence. Les couloirs étaient si étroits qu'une seule personne pouvait l'emprunter de front. Même s'il savait que les techniciens s'acquittaient bien de leurs tâches, car leur vie en dépendait, et bien qu'il sût que les exigences de Restavan étaient inutiles, Stevang regardait les images en retenant son souffle, terrifié à l'idée d'apercevoir l'ennemi. Mais cela aurait été impossible. Les envahisseurs ne pouvaient se téléporter à travers une centaine de mètres de lithobéton, n'est-ce pas ? Les puits et les couloirs d'évacuation étaient vides. Stevang respira à nouveau, mais il n'était pas moins inquiet. « Où sont-ils alors » demanda Uvalia, tout aussi préoccupé que Stevang. « S'ils ne sont pas en train d'essayer de se frayer un chemin jusqu'ici à coups d'explosifs, qu'est-ce qu'ils fabriquent ?» Stevang émit un grognement, frappé par une illumination soudaine. « L'extérieur » lâcha-t-il d'une voix rauque. « Ils passent par l'extérieur !» « Nous n'avons aucune caméra en état de marche là-dehors » fit Uvalia. « Sauf celle installée sur les tourelles » contra Stevang, en levant les yeux vers les consoles en charge des tourelles. Les écrans des opérateurs ne montraient que le ciel vide, tandis que les tourelles oscillaient de gauche à droite en quête de cible. « Faites pivoter les canons maximum » ordonna-t-il. « Tous, sans exception, faites-les regarder le long de la paroi !» Les opérateurs s'exécutèrent. Les écrans offrirent un panorama différent. Des images capturées par différentes caméras apparurent sur l'écran tactique principal. Les angles de vue étaient fragmentaires. Il était difficile d'interpréter les perspectives proposées par les caméras fixées sur les canons qui se trouvaient à l'extrême limite de leur arc de rotation. « Là !» s'exclama Uvalia avant d'agripper l'épaule du technicien le plus proche d'elle. « Revenez en arrière !» L'opérateur obéit, et les soldats ennemis apparurent. 10 d'entre eux étaient en train d'escalader la paroi et se diriger vers le sommet du bunker du centre de commandement. « 10, c'est tout !» s'étonna Uvalia. « Où sont les autres ?» Le sang se figea dans les veines de Stevang quand il réalisa combien le plafond de lithobéton au-dessus de sa tête était mince. « Ça n'a aucune importance !» beugla-t-il. En vérité, c'était important. C'était capital. Mais il ne pouvait penser à autre chose qu'au danger qu'il voyait en ce moment. Et c'était ce danger-là qu'il fallait affronter. « Abattez-les !» tonna-t-il.
Faites-les tomber de la paroi, à toutes les tourelles. Feu, feu, feu !» Tertius estimait qu'ils avaient parcouru la moitié du chemin qui les séparait du sommet. L'escouade s'était déployée. Chacun de ses membres se situait à au moins 20 mètres des autres afin d'éviter d'offrir une trop grande concentration de cibles. Au-dessus d'eux, en dessous et sur les côtés, les canons de défense oscillaient, sans se soucier de leur présence. Les légionnaires grimpaient rapidement. Après des siècles d'exposition à l'air toxique de Galaspar, le lithobéton était constellé de trous et s'effritait par endroits. Il leur suffisait de frapper la paroi avec les pieds ou les poings pour se ménager des prises. Un simple coup de gantelet ou de botte de céramite permettait d'arracher un petit pan de maçonnerie et de creuser un petit rebord auquel s'accrocher. Les bourrasques fouettaient Tertius. Le vent tentait de le détacher de la paroi. Il hurlait comme s'il voulait le projeter en l'air avant de le faire retomber à plusieurs centaines de mètres en contrebas au pied de la ruche. Le vent était trop faible pour cela. Son armure énergétique le dotait d'une masse que les rafales ne pouvaient vaincre. Puis les tourelles braquèrent leurs canons vers le mur. « Ils nous cherchent !» fit Tertius pour avertir son escouade. « Ils vont finir par nous voir. Tenez-vous prêts !» Il grimpa plus vite, ce qui représentait une plus grande prise de risque. Il n'y avait plus d'abri nulle part, désormais. Il sauta, perfora la paroi d'un coup de poing au sommet de son bond et s'accrocha. Puis il bondit à nouveau, en diagonale. Il répéta 2 fois l'opération avant que les tourelles ouvrent le feu. Une grêle d'obus percuta la paroi. Les projectiles étaient tirés selon un angle si aigu qu'ils étaient presque parallèles à la surface. Les trajectoires n'étaient pas très précises, mais cela n'avait aucune importance. Les obus touchèrent malgré tout au but. Des explosions émaillèrent la paroi. Le lithobéton se désagrégea en nuages de particules. Des pans de murs dégringolèrent en avalanche. Un obus explosa à quelques mètres au-dessus de la tête de Tertius. Il s'aplatit contre la paroi et s'accrocha pendant que les gravats cascadaient sur lui. Un nuage de poussière l'enveloppa. Il n'y voyait plus rien. Cela signifiait que lui aussi était invisible, et il n'avait pas besoin d'y voir pour sauter. Il bondit à la verticale, 1 fois, 2 fois, puis il émergea du nuage de poussière. Sur sa droite, la chance les abandonna, et un obus cueillit Arcus en plein saut. Le Space Marine fut démembré. Sur les autosens de Tertius, la rune d'Arcus vira au rouge, puis disparut. Un instant plus tard, celles de Levon et Bussek firent de même. « Je crois qu'ils veulent nous faire du mal, Voxagaro. »« Ah bon, tu crois ?» rétorqua Tertius. Cette réplique caustique était pour lui un moyen de faire face à l'impuissance qui était la sienne, plaqué à cette paroi comme un insecte. Il n'y avait personne à combattre. Il ne pouvait pas riposter. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était continuer d'avancer. Alors, Tertius avança comme un insecte. Il tenta d'imprimer un rythme imprévisible à ses sauts, afin d'éviter un tir fatal. Il se déplaça au milieu des nuages de poussière dès que possible. Ils offraient une sorte de couvert, un couvert modeste et fugace. Il émergea d'un nuage et une bourrasque violente dégagea momentanément l'air autour de la paroi. Des tirs convergèrent vers Tertius de tous côtés. Des shrapnels ricochèrent contre son casque quand un obus explosa à proximité. Il bondit vers les hauteurs dans le siège de la déflagration. Il saisit le rebord d'un cratère causé par un projectile au moment où un pan de maçonnerie frappait son épaule droite. Il tint bon et se hissa de rechef. La poussière était omniprésente à présent. C'était une bénédiction, mais cela signifiait aussi que les explosions étaient très proches de lui. Le mur tremblait sous l'effet des impacts. Il tremblait comme s'il était sur le point de se disloquer. Il tremblait comme s'il essayait d'entraîner le Space Marine dans une chute mortelle. Il était proche du sommet, mais le tir de barrage donnait l'impression que l'ascension était interminable. La paroi semblait infinie, et des dieux la réduisaient en lambeaux à coups de poing tout autour de lui. Les détonations roulantes des tourelles annihilaient tous les autres sons. Les communications avec ses frères étaient impossibles. « Ils savent ce qu'ils ont à faire », pensa-t-il. La tâche était simple. Grimper, 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 et pour finir, porter le coup fatal à l'ordre. Une autre rune clignota puis s'éteignit, puis une autre. Tovaras et Xévoc n'étaient plus. Les obus continuaient de pleuvoir. Ils ne cesseraient de tomber que lorsque Tertius et ses frères seraient morts, ou si ces derniers réussissaient à les réduire au silence. Il bondit et s'accrocha, bondit et s'accrocha. Il se déplaçait vers les hauteurs selon une trajectoire zigzagante, traversant une tempête de poussière et de sons. Il grimperait seul s'il le fallait. Ou bien, s'il venait à mourir, l'un de ses frères atteindrait le sommet car il suffisait qu'un seul d'entre eux y parvienne. C'était tout ce qu'il leur fallait. Un seul d'entre eux. Un seul. Tossarat était à nouveau à l'intérieur du char, et les cris qui lui parvenaient de Protarchos dans son casque étaient altérés par la panique. « Est-ce que vous pouvez les atteindre ?» s'époumonnait Stevang. « Est-ce que vous pouvez les atteindre ?»« Je crois qu'ils grimpent encore. Les tourelles n'arrivent pas à les arrêter. »« Nous ne pouvons pas les cibler avec précision, » répondit Tossarat. « Nous prendrions le risque de vous détruire. »
Il faudrait des canons lourds pour atteindre des cibles aussi haut perchées. Tossarat était sur le point d'ordonner le bombardement de la base de la tour, là où l'ennemi était censé se trouver. Un point situé suffisamment loin de la position renforcée du centre de commandement, à l'intérieur du bunker, pour que ce risque soit acceptable. « Alors achevez les autres maintenant, dit Stevang. Au nom de l'ordre, abattez-les où qu'ils se trouvent !» Nous n'y manquerons pas, promit Tossarat avant de couper la communication. « Sommes-nous à portée ?» demanda-t-il au commandant du char. « Oui, au contrôleur. » Tossarat porta à nouveau son micro à la bouche et s'adressa à toutes les unités blindées sous ses ordres. « Commencez le bombardement! Feu à volonté !» Il remonta par l'écoutille pour contempler la destruction. D'innombrables rangées de chars et de batteries d'artillerie rugirent. Des milliers de canons ouvrirent le feu simultanément. Une grappe d'obus fusa vers la base de la tour centrale. Le reste du barrage de tir percuta les spires et les murs inférieurs de la ruche. Des panaches de fumée et de débris s'élevèrent et des bâtiments s'effondrèrent. La phase nord-ouest de Protarchos commença à s'écrouler. Au pied de la paroi, émergeant de la fumée, un mouvement organisé apparut. Des silhouettes se déplaçaient rapidement vers l'armée. « Les voilà !» beugla Tossarat, oubliant momentanément que personne ne pouvait l'entendre. Il se laissa retomber dans l'habitacle du char et arracha le casque à l'opérateur en charge des communications. « L'ennemi est ici !» s'époumonna-t-il. « Ils sont juste là, que tous les canons visent la base du mur !» Puis il remonta par l'écoutille et scruta les effets de son ordre à travers ses jumelles. La ligne des envahisseurs était large et mince. Il y avait tout au plus 10 000 soldats, estima-t-il. Il ressentait de l'inquiétude et de l'impatience. Cet ennemi si faible en nombre avait réussi à s'emparer de Protarchos. Ils étaient extraordinairement puissants. Mais ils se trouvaient à découvert désormais. Ils étaient surclassés à plus de 100 contre 1. Et ils faisaient face à des colonnes de blindés. Leur force individuelle et leur maîtrise martiale n'avaient plus aucune importance. Les canons des chars de tête s'abaissèrent et libérèrent une première salve. Des obus explosèrent le long de la ligne ennemie. Ils étaient encore à plus d'1 kilomètre. Tossarat distinguait à peine les silhouettes des corps mutilés projetés en l'air. Il se pencha en avant, grisé par l'imminence de la victoire. Ses jumelles étaient encrassées. Il était si tentant de les ôter pour mieux admirer le spectacle. Quelque chose fusa en l'air au-dessus de lui. Un éclair vif et fugace. La déflagration survint un instant plus tard, étouffée, presque modeste, et pourtant lourde de menaces. D'autres éclats lumineux apparurent un peu plus loin dans la ligne, sur sa gauche et sur sa droite. Tossarat fronça les sourcils, perplexe. Ces déflagrations n'avaient aucun effet visible. Puis il fut pris de nausées soudaines, violentes et douloureuses. Le vomi remplit son respirateur. Il le ravala quand il prit une inspiration, et il le ravala quand il prit une inspiration. Il s'étouffa et vomit de rechef avant d'arracher brutalement la cagoule de sa combinaison de survie. Il s'affala sur la tourelle, pris de vertige et ravagé par la douleur. Il inspira une grande goulée d'air empoisonné et s'étouffa à nouveau. Le char dévia de sa trajectoire. Son moteur hurla et le véhicule tangua comme un ivrogne, écrasant les fantassins à l'agonie prostrés sur le sol. Tossarat fut secoué comme une poupée de chiffon. Il avait à peine conscience de ses mouvements erratiques. Sa tête était en feu. Ses yeux étaient en feu. Ses poumons et ses entrailles aussi étaient en feu. Il porta la main à son front. La peau se détacha par pans entiers et resta collée à son gant. Il voulut hurler, mais son corps n'en était déjà plus capable. Avant que ses yeux fondent dans leurs orbites, il vit un autre blindé foncer dans sa direction. Il mourut avant la collision. Les bombes à radiation survolèrent la ligne de front de l'ordre. Les munitions explosèrent, et le tueur invisible fit son office. Mortarion mena la charge à travers les terres désolées délétères et les armes à radiation produisirent immédiatement leurs effets. Des conducteurs moururent à leur poste de pilotage. Des chars ralentirent progressivement, mais d'autres partirent en dérapage incontrôlé. Les blindés avançaient en colonnes serrées et les collisions furent instantanées. Des masses de métal enchevêtrées bloquèrent le chemin des véhicules qui venaient à leur suite, et les radiations poursuivirent leur œuvre funeste. « Continuez de lancer les bombes !» ordonna Mortarion. « Brûlez cette terre !» Pour la première étape de l'assaut, les 10 000 légionnaires étaient répartis sur une seule ligne suffisamment large pour faire face à la formation concentrée de l'ordre et pousser l'ennemi à charger ce front en apparence fragile. Le barrage ennemi prélevait un lourd tribut, mais la distance qui séparait chaque frère de bataille était telle qu'aucune explosion ne pouvait éliminer plus d'un guerrier à la fois. Seule une frappe directe pouvait arrêter l'un des Space Marines de la Death Guard. Au gré de leur progression, les guerriers de la 14e Légion libérèrent des volées régulières de projectiles chimiques et de bombes à radiation. Devant eux, le paysage se muait en une zone saturée de poisons invisibles au milieu des toxines qui imprégnaient l'air ambiant. Mais ils étaient infiniment plus mortels que l'atmosphère de Galaspar.
Les combinaisons de survie ne pouvaient offrir aucune protection contre cet assaut délétère, pas plus que l'habitacle d'un char. Les blindés ralentirent, moururent et se télescopèrent les uns les autres. Les fantassins périrent dès qu'ils rejoignirent la colonne mécanisée, et leurs corps liquéfiés se chargèrent en mélasse sous les chenilles des chars. L'offensive de l'ordre fut freinée dans son élan, tandis que la Death Guard, de son côté, poursuivait sa progression à un rythme régulier, inexorable. Leur ligne était une lame de feu qui fondait sur l'ennemi. Le Phosphex répondit son feu émeraude. Les bombes tombaient en succession rapide, créant un nuage liquide immense et ininterrompu. Des chars brûlaient, et les flammes s'immisçaient dans les habitacles pour dévorer les amas de chair hurlants. Les soldats rompirent les rangs et s'enfuirent, suivis par cette bête qui dévorait tout sur son passage. L'avancée de l'ordre s'interrompit totalement. La première ligne était carbonisée, inerte. Des vapeurs toxiques s'élevaient là où le Phosphex avait sévi, et les radiations demeuraient de longues heures après cela. Les mortels qui pénétreraient dans la zone signeraient leur arrêt de mort. Une victoire rapidement acquise, songea Mortarion. Une victoire qui ne signifiait pas grand-chose toutefois. L'armée était à portée de tir de la ruche, et son arrivée avait forcé la confrontation avec la Death Guard. La 14e ne pouvait gagner cette guerre sans le soutien de la flotte. Il devait faire en sorte que l'ordre ignore cet état de fait aussi longtemps que possible. « Augmentez la portée !» imit-il sur le Vox. « Que la mort les prenne de l'arrière comme de devant !» Il lança d'autres bombes à Phosphex à plusieurs centaines de mètres, vers l'arrière des forces ennemies, puis fonça en avant. À la lisière de son champ de vision, il vit les soldats de sa légion suivre son exemple. Leur assaut formait une lame unique. Mortarion traversa la zone mortelle au pas de course et s'enfonça dans les rangs ennemis. Ces derniers s'étaient légèrement repliés, et leurs armes libérèrent une grêle de projectiles droits devant eux. Un canon pivota pour ajuster Mortarion. Il était lent. Le primarque, lui, était rapide. Il bondit, atterrit au sommet de la tourelle et abattit silence sur le fût du canon. La faute déchiqueta le métal. Mortarion bondit du char pour plonger au milieu des fantassins. Paniqués par la mort rampante qui convergeait vers eux par l'avant et par l'arrière, puis terrifiés par l'apparition qui venait d'atterrir dans leurs rangs, ils libérèrent des salves désordonnées en hurlant. Mortarion fit décrire un large arc de cercle à silence. Des têtes tombèrent en cascade. Puis il fonça vers le char le plus proche et trancha son canon au moment où celui-ci tentait de pivoter dans sa direction. Il avait déjà atteint les 2 chars suivants quand ceux-ci ouvrirent le feu. Les obus explosèrent dans les fûts mutilés et les déflagrations firent sauter leurs tourelles. Mortarion était cerné de flammes et de hurlements. Il était la mort et il répandait sa malédiction dans les rangs ennemis. Il était le point central d'une vague de destruction et dans son sillage, ses guerriers n'étaient pas en reste. La mort se propageait comme un feu de paille parmi les troupes de l'ordre. Des centaines de soldats mouraient à chaque seconde. Des chars se percutaient et un grand nombre explosait. La destruction régnait en maîtresse suprême. « Vous êtes mes lames inébranlables !» lança Mortarion à ses fils. « Nos pertes nous rendent plus forts, car l'ennemi contemple notre progression inéluctable et il sait que nous pouvons être stoppés. Vous ne faites qu'un avec moi, mes fils, et je ne fais qu'un avec vous !» Il bondissait de véhicule en véhicule, les neutralisant d'un coup de faux puissant et passant au suivant avant même que ses adversaires ne ressentent les effets de son assaut, avant même qu'ils en aient conscience. Il restait dans les hauteurs, là où ses légionnaires pouvaient le voir. « Les meilleures lames sont celles qui tranchent le plus profondément, » tonna Mortarion. « Ceci est notre creuset, c'est ici que nos âmes sont trempées. » Les légionnaires répondirent à son appel, qu'ils fussent natifs de Terra ou de Barbarus. Ils savaient qu'ils étaient ses fils, quelle que fût leur planète natale. Il les vit frapper avec une synchronisation gracieuse et mortelle. La gigantesque faux de sa légion laboura profondément l'ennemi. Quand Mortarion atteignit l'une des zones dévastées par ses charges à Phosphex, il marqua une pause au milieu des cadavres et des chars immobiles pour lancer davantage de bombes devant lui. Il grignotait un peu plus les rangs de l'ordre. Pendant plusieurs minutes après le bombardement initial, l'ordre fut aux abois, ses canons quasiment réduits au silence. Ses rangs mouraient les uns après les autres avant de pouvoir contrer l'offensive de la Death Guard. Plusieurs minutes. Mortarion retirait une certaine satisfaction à l'idée que pour les soldats de l'ordre, ces minutes duraient une éternité. Une ère de mort qui semblait ne jamais devoir prendre fin. Pour lui, ces minutes étaient trop brèves. Il savait que l'élan de la Death Guard s'essoufflerait quand l'ennemi aurait digéré le choc initial de l'assaut de la Légion. La taille de l'armée de l'ordre ferait pencher la balance en sa faveur. Tôt ou tard, dans les rangs arrière, là où les bombes à radiation n'avaient pas provoqué de ravages, certains généraux finiraient par comprendre ce qu'il fallait faire. Les minutes prirent fin, comme Mortarion l'avait anticipé. Elles prirent fin dans une déflagration monstrueuse.
Des centaines et des centaines de batteries ouvrirent le feu simultanément, et le fracas des détonations forma un rugissement ininterrompu, interminable. Poursuivez le combat, ordonna Mortarion dans les secondes qui précédèrent le résultat de cette volée de tirs. Le courroux de l'ennemi ne saurait nous arrêter. Aucune résistance ne peut retarder l'arrivée de la mort. Il continua de se battre, maudissant par avance ce qui allait se produire. Après le tonnerre, vinrent les sifflements, les mugissements colossaux d'innombrables obus en chute libre. La pluie de projectiles noirs se mua en une mer de feu. Un déluge sans fin s'abattit sur eux. Et ils n'avaient d'autre cible que la ligne de front. Le barrage ne faisait aucune distinction entre ennemis et alliés. L'ordre détruisait ses propres chars et ses propres soldats pour frapper la Death Guard. La ligne de front se chargea en une fournaise. Le sol entra en éruption tout autour de Mortarion. Il n'y avait nul couvert possible, et il n'y en aurait de toute façon pas cherché. Il continua de courir, laissant le soin à l'adversaire d'annihiler ses propres troupes. À présent, au plus fort des combats, la seconde phase de son attaque débutait. « À moi !» voxa-t-il à l'ensemble de sa légion. « Formons le cercle de la mort !» Il cessa de courir droit devant et commença à se déplacer en spirale. Silence décrivait de larges moulinets, lacérant les coques et les canons des chars qui tentaient d'avancer sur lui au milieu du bombardement. La Death Guard convergea vers sa position, chaque légionnaire voluant au milieu des colonnes de blindés ennemis. Ils se regroupèrent autour de Mortarion et élargirent le cercle, repoussant leurs adversaires comme s'ils étaient les assaillants et non les assiégés. Le barrage libéré par l'arrière-garde de l'ordre devint inutile. Les obus tombaient sur un terrain où ne subsistaient que ses propres véhicules, qui négociaient péniblement la zone constellée de cratères. Les canons se turent, et les chars situés à l'avant de la ligne s'adaptèrent à la nouvelle configuration de la Death Guard, tout en subissant des pertes néanmoins. Les Space Marines se regroupèrent, bientôt cernés par les blindés. Progressivement, l'équilibre des forces en présence changea. Les effectifs pléthoriques de l'ordre commencèrent à peser lourd dans la balance. Le cercle de la Death Guard ne pouvait plus poursuivre sa percée. Sous la pression des chars, les guerriers transhumains furent forcés de se replier dans une zone unique, une cible que les canons de l'ordre pouvaient cibler, à courte portée comme à longue portée. Mortarion avait anticipé cette éventualité. Face à une armée aussi immense, il était inévitable que leur effectif, modeste en comparaison, se retrouve encerclé. C'est pourquoi, pendant leur voyage vers le système Galaspar, il avait préparé ses guerriers à ce moment. Il avait montré à ses officiers comment ils pourraient changer les règles de la bataille et retourner cet encerclement contre leur adversaire. « Le poing s'est refermé autour de nous, voxa-t-il. Châtiez le poing, transpercez sa chair !» La Death Guard frappa. Des lignes de légionnaires rayonnèrent brutalement du cercle comme les péplomères d'un virus. Ces pics s'insinuèrent entre les chars à la vitesse de l'éclair, traversant les rangs de l'infanterie de l'ordre comme s'ils n'étaient tout simplement pas là. Les pics étaient constitués de colonnes d'une centaine de guerriers. Une fois profondément enfoncées dans les rangs ennemis, elles tournèrent à gauche et à droite pour affronter les blindés au corps à corps, mettant en pièces les véhicules avant que ceux-ci eussent l'opportunité de s'adapter une fois de plus. Les troupes de l'ordre furent désorganisées. Mortarion gagna un peu de répit, car plus d'1 millier de chars avaient été réduits à l'état d'épave carbonisée en l'espace d'une poignée de minutes. Mais il y en avait des milliers d'autres, et l'assaut de la Death Guard ne pouvait répandre le chaos dans l'intégralité de l'armée adverse. Les commandants des lignes arrière prirent la décision de cautériser la plaie et ordonnèrent à nouveau au bombardement. Leur objectif ? L'annihilation totale de la région infectée par la Death Guard. Ils transformèrent cette surface de 2 km² en une zone de tir ininterrompue. Un obus s'abattit suffisamment près de Mortarion pour le soulever du sol. Il vola sur plusieurs mètres avant d'atterrir dans l'épave fumante d'un char. Il se releva à grand-peine et s'arracha de l'enchevêtrement de métal. D'autres explosions retentirent autour de lui, mais il reprit sa progression, obstinément. Autour de lui, tout n'était que flammes et geysers de terre. Des centaines de légionnaires avaient déjà péri, et le bombardement ne faiblissait pas. L'ordre était déterminé à annihiler la Death Guard, sans se soucier des pertes subies par ses propres troupes. Et à ce rythme, nous serons annihilés, pensa-t-il. Comme si cela ne suffisait pas, les déflagrations sourdes des canons des défenses planétaires continuaient de retentir, empêchant la flotte d'intervenir. Tout n'était que tonnerre et flammes. Il n'y avait nul échappatoire. Seules 2 issues s'offraient. Mourir ou réduire au silence ce fracas assourdissant. « Donne-moi le silence, Tertius !»« Donne-moi le silence !» pria-t-il en son fort intérieur. Garot vit les obus percuter la paroi juste en dessous de Tertius au moment où ce dernier reprenait son ascension laborieuse. Le légionnaire fut projeté en l'air et disparut dans un nuage de poussière. Sa trajectoire l'éloigna du mur, puis il chuta.
La fumée de la déflagration se dispersa, mais Garrot ne vit aucun signe de son capitaine de bataille. Garrot et Deros étaient les deux seuls survivants accrochés à la paroi. Toutes les autres runes d'identification s'étaient éteintes. Garrot avait servi sous les ordres de Tertius pendant des années. Il ne pouvait concevoir la 7e grande compagnie sans la tutelle de son capitaine. Mais il n'avait pas le temps de pleurer la mort de Tertius. Le succès de la campagne reposait désormais sur 2 légionnaires, et il n'y avait pas d'alternative, sinon poursuivre l'ascension au milieu du bombardement. Garrot se hissa vers les hauteurs. Il distingua le toit à travers la fumée et les flammes. Il se força à escalader plus vite, toujours plus haut, en ignorant les déflagrations. Il était impossible de les esquiver. Il pouvait mourir à tout moment. Non, je ne mourrai pas. Pour Tertius et pour Mortarion, je vais accomplir cette tâche, s'encouragea-t-il. Une explosion juste en dessous de lui faillit le décrocher du mur. Mais il tint bon, en dépit de la chaleur et de l'onde de choc. Puis, dans un effort ultime, il atteignit le toit. Il courut vers le centre et sortit une charge à fusion de sa ceinture. Quand il eut fini de l'armer, Deros l'avait rejoint. Les tourelles continuaient de faire feu, mais elles n'avaient plus aucune cible. Dans les plaines, au nord-ouest, les chars de l'ordre libéraient un barrage ininterrompu. Le paysage était entièrement recouvert de fumée, et il se demanda combien de ses frères de bataille gisaient, morts, sous cette nappe de fumée. La bombe à fusion explosa et dévora le toit, pratiquant un trou béant quand le lithobéton se liquéfia puis s'évapora. Garrot avait déjà préparé une autre charge. Il avait mémorisé les relevés augures indiquant l'emplacement de la concentration de signature énergétique. « Encore une charge, et le centre de commandement sera à nous, » dit-il. Il sauta dans le trou, installa la charge à fusion et remonta sur une courte distance pour se protéger de la chaleur. Deros resta en position dans le puits irrégulier à quelques mètres au-dessus de lui, son bolter prêt à l'emploi. Cette fois-ci, quand le sifflement du lithobéton en fusion s'estompa, un trait de lumière jaillit du fond du puits. Garrot et Deros se laissèrent tomber par l'ouverture. L'impact de leur atterrissage fracassa une table hololithique. Les humains qui les entouraient étaient figés sur place, terrifiés. « Tout est à ordre » hasarda l'un d'eux, qui était clairement leur chef. Il avait prononcé ces mots sur un ton interrogatif, comme si cette phrase, qui avait été le credo de sa vie tout entière, se révélait soudain n'être qu'un mensonge. Les ordres de Mortarion étaient limpides. Garrot saisit le seigneur contrôleur. L'individu se tortilla dans son emprise. « Le faucheur d'hommes est venu châtier Galaspar, lâcha-t-il. Et il est venu te châtier en personne. Tu vas comparaître devant lui, et la mort te jugera. » Le silence vint. La pulsation monstrueuse du pilonnage incessant des chars cessa. Au milieu du creuset incandescent des explosions, Mortarion ressentit ce silence comme une absence de vibration. Il savait ce qu'il représentait toutefois. C'était le silence de la victoire. Même si les chars, eux, continuaient le combat, les canons qui tenaient la flotte en respect s'étaient tus. Mortarion contacta les survivants de sa légion, ses fils encore en état de combattre. « Les défenses planétaires sont neutralisées. Nous avons gagné. Vos frères arrivent. La mort de l'ordre est imminente. » Chacun des légionnaires s'était battu seul, perdu au milieu du tumulte du bombardement déclenché par les blindés. Mortarion savait qu'ils étaient en vie uniquement grâce au sens de son armure. Beaucoup d'entre eux avaient péri. Des milliers de guerriers marchaient encore à ses côtés. C'était suffisant. Le maelstrom du bombardement fragmenta le temps. Il emprisonnait Mortarion dans un présent immuable. La survie se mesurait par une succession d'instants de pure providence, et non par l'égrainement des secondes ou des heures. La survie se mesurait par une succession d'instants de pure providence, et non par l'égrainement des secondes ou des heures. Il ignorait combien de temps s'était écoulé à l'extérieur de la zone d'annihilation. Il savait que la victoire était proche. Tout ce qui comptait désormais, c'était que ses fils survivent à ces limbes violentes et atemporelles. Il courut plus vite, sa faux brandie. Il avait hâte que le temps reprenne son cours normal. Il guettait cet instant avec impatience, car il redeviendrait alors le héros de la mort. Il se jeta au milieu d'un énième geyser de roches. Quand il émergea de l'explosion, il vit d'autres chars devant lui. Il avait quitté la zone de bombardement. Il s'était déplacé plus vite que les commandants de l'ordre l'avaient anticipé. Il chargea les lignes de blindés et les rangs de soldats vêtus de combinaisons de survie qui se dressaient devant lui. Pour le moment, il était seul, guerrier solitaire, fonçant sur des millions d'adversaires. Des millions d'adversaires qui tremblaient à son approche. À cet instant, le firmament rugit.